Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans De Savate et d'Épée, le podcast 100% arts martiaux français. Dans l'épisode précédent, nous avions suivi Henri de Saint-Didier, ce gentilhomme provençal qui publiait en 1573 le premier traité d'escrime écrit en français par un Français. Nous avions vu ce que son système contenait d'original et ce qu'il contenait de limité, et surtout ce qu'il représentait. La première tentative de mettre en forme écrite une pratique qui existait depuis des siècles sans avoir trouvé son théoricien. Saint-Didier avait planté quelque chose, un principe, une méthode, l'idée qu'un système d'escrime peut et doit être construit sur la clarté et l'économie des moyens. Pendant le demi-siècle qui va suivre, quelque chose va changer. Pas dans les traités. Il reste rare, mais dans les salles, dans les corps et dans les habitudes. L'escrime française va se transformer lentement de l'intérieur. Elle va adopter des outils d'entraînement et elle se fera moins précipitée et plus pensée. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'escrime française s'est donné une langue et surtout qui la lui a donnée. Alors, accrochez-vous, c'est parti. Commençons par une question qui mérite d'être posée franchement. Pourquoi les traités d'escrime français restent-ils si rares dans les 50 ans qui suivent Saint-Didier ? On sait aujourd'hui qu'il en existe au moins deux, entre 1573 et 1623. Un certain Lahaye, vers 1600, et André Desbordes, en 1610. Mais ces traités sont peu documentés et peu étudiés, et ils n'ont visiblement pas fait école. Ce qui nous intéresse, ce n'est donc pas tant le nombre de traités que leur impact réel. Pourquoi cette transmission écrite reste-t-elle si fragile et discontinue pendant près d'un siècle ? Ce n'est pas faute de praticiens. La corporation des maîtres d'armes, nous l'avons dit, a été confirmée par Henri III en 1585 et Henri IV en 1588. Les salles d'armes existent, les maîtres enseignent, les élèves apprennent. L'escrime française est donc bien vivante, elle se transmet et elle évolue. Alors pourquoi ce silence relatif ? Plusieurs raisons probables. D'abord, la France de la fin du XVIe siècle est une France en guerre avec elle-même. Les guerres de religion déchirent le royaume de 1562 à 1598. Ce n'est pas une époque propice à l'écriture sereine de traités techniques. Saint-Didier lui-même publie en 1573 en plein milieu de cette période, et on perd sa trace en 1584, nous l'avions dit dans l'épisode précédent. Les livres suivants qu'il promettait n'ont jamais paru. Ensuite, il y a le problème de la transmission. Un traité ne suffit pas. Pour cela, il faut des maîtres qui l'enseignent, qui ouvrent des salles et qui forment des élèves. Et les maîtres d'armes de l'époque sont avant tout des praticiens, pas des lettrés. Mettre la main à la plume n'est pas forcément un réflexe naturel pour eux. Et puis, et c'est peut-être le plus intéressant, ces premiers traités semblent avoir circulé très étroitement. Comment le sait-on ? Par un détail révélateur dans le traité qui va nous occuper aujourd'hui. En 1623, paraît à Paris un traité intitulé « L'esprit de combat ou l'usage de la tire des armes ». Son auteur s'appelle François d'Ancy, sieur du Verdier, un Limousin, comme il l'indique lui-même dans son titre. Encore un provincial. Décidément, l'escrime française ne s'écrit pas à Paris. D'Ancy dédie son traité à Henri de Schombert, comte de Nanteuil, gouverneur du Limousin et de l'Angoumois, un grand seigneur militaire auquel il offre son épée et sa plume comme Saint-Didier avait offert les siennes au roi. Le geste est le même et l'ambition également. Mais ce qui nous intéresse, c'est une phrase de son avant-propos. D'Ancy y écrit qu'il, je cite, « fraye le premier chemin d'écrire sur ce sujet en notre langue ». Comprenez qu'il est le premier à écrire en français sur l'escrime. Le premier, en 1623, 50 ans après Saint-Didier, et alors même que Lahaye et Desbordes ont déjà écrit avant lui.
Cette affirmation dit quelque chose de précieux. Les traités d'escrime français qui avaient précédé Dancy avaient si peu circulé qu'un praticien de province pouvait honnêtement croire écrire le premier. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est le signe d'une transmission écrite encore extrêmement fragile. Les livres existaient, mais ils n'avaient pas fait école. À moins que, doté d'un ego surdimensionné, le type se soit simplement considéré comme le premier. Toujours est-il que Dancy est clairement un homme de terrain. Son avant-propos est rude et direct, sans les grâces littéraires de Saint-Didier. Il se plaint des mauvais maîtres qui font, je cite, « tort aux gens d'honneur » et qui mènent une vie débordée, s'escrimant au couteau dans les tavernes. Il est irrité. Il veut mettre de l'ordre. Exactement comme Saint-Didier voulait mettre de l'ordre, et avec les mêmes mots ou presque. Mais il y a dans son traité un passage qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il dit quelque chose d'important sur la question italienne soulevée dans l'épisode précédent. Dans sa dédicace, Dancy rapporte le mot d'un anonyme qui, pour illustrer le génie martial de chaque nation européenne, recourt à une image. Si l'on devait décomposer l'épée en ses parties et les léguer au peuple guerrier, les gardes et le pommeau iraient à l'espagnol. Parce que, je cite, l'espagnol ne porte bonnement l'épée que par contenance. La pointe irait au français, parce que le français n'a que la pointe pour piquer ou égratigner, mais non la raideur pour enfoncer. Et la lame et le tranchant iraient à l'italien, car celui-ci tranche des deux côtés. L'allégorie est cruelle et Dancy s'en distancie avec une ironie polie. Il dit, je cite, « n'être point si pointilleux que ce testateur ». Mais l'image dit quelque chose de réel. En 1623, l'escrime française est encore perçue comme incomplète, comme une escrime de pointe sans puissance. Ce n'est pas tout à fait un compliment. Plus révélateur encore, Dancy signale explicitement que plusieurs termes courants dans les salles françaises sont des mots italiens. Botte, nous dit-il, est un mot italien qui veut dire en français une estocade, et riposte est un mot italien qui veut dire répondre en français. Ces mots italiens circulent, ils sont dans les bouches des maîtres français. Et quand Dancy cite Camillo Agrippa, grand théoricien italien de 1553, il le fait avec une pique savoureuse. Agrippa aurait écrit sur l'escrime, je cite, plus pour montrer qu'il était géométrien et philosophe que non grand tireur. Comprenez qu'Agrippa a écrit sur l'escrime pour montrer qu'il maîtrisait la géométrie et la philosophie, plus que parce qu'il était un bon pratiquant de l'escrime. Puis, Dancy ajoute, en italien, s'il vous plaît, « Se non è vero, è ben trovato ». Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. En deux mots, il règle son compte à la prétention théorique italienne tout en lui empruntant sa langue pour le faire. On ne saurait être plus ambigu. Un dernier détail révélateur. Dancy travaille encore avec l'épée et le poignard. Il écrit explicitement « On part du poignard et l'offense-t-on de l'épée ». La main gauche est encore armée. La question que Saint-Didier avait posée en 1573, peut-on se battre avec l'épée seule sans rien dans l'autre main, n'est toujours pas tranchée en 1623. La question, pas la main. Ce sera Besnard, 30 ans plus tard, qui constatera que dans les salles d'armes, ce dossier s'est refermé de lui-même. Sur le fond technique, Dancy est un homme de transition. Sa nomenclature n'est pas encore celle de l'escrime classique. Il dit « dedans » et « dehors »,« dessus » et « dessous », pas tierce et quarte. Mais il est entre deux mondes. Il voit le gentilhomme avec son épée légère profilée pour pointer. Il décrit la fente et la parade, mais il n'a pas encore trouvé le langage pour fixer tout ça. Et pendant que les maîtres cherchent leurs mots, l'arme elle-même continue de se transformer. L'épée que tient Dancy en 1623 n'est déjà plus tout à fait celle que tenait Saint-Didier en 1573. Vers 1620, la lame s'est encore allongée, elle s'est affinée, la garde s'est refermée davantage sur la main. Et au milieu du XVIIe siècle, au moment exact où Besnard va prendre la plume,
La lame de l'épée a définitivement adopté une section triangulaire, très rigide. Le tranchant n'est plus qu'une formalité. Ce n'est plus vraiment une arme de taille, c'est une arme d'estoc quasi pure. Quand Besnard classera ses coups selon la position du poignet, et nous allons le voir, il ne fera pas que choisir une philosophie. Il décrira ce que l'arme elle-même aura rendu inévitable. La technique suit l'outil. Ce langage, il faudra attendre 30 ans de plus après Dancy pour qu'un maître breton du nom de Besnard le forge. Charles Besnard est né vers 1615 à Rennes, en Bretagne. Il meurt le 17 juin 1675 à Rennes également. Son acte de décès est conservé aux archives de la paroisse Saint-Germain. C'est un maître d'armes professionnel, pas un gentilhomme lettré qui gravite autour de la cour comme Saint-Didier, pas un militaire qui théorise son expérience, un praticien qui enseigne dans sa salle et qui à un moment de sa vie décide de mettre par écrit ce qu'il sait. Cette différence de statut se sent immédiatement dans son « Au lecteur », la courte préface qu'il adresse au lecteur au début de son traité. Il s'y excuse par avance de ses maladresses d'écriture. Il y explique qu'il n'a été éclairé que des lumières et connaissances que sa profession et son expérience lui ont données, et qu'il ne peut conduire une œuvre avec tant d'économie et d'école qu'un homme qui a vécu toute sa vie dans l'étude et le cabinet. Il demande la bienveillance du lecteur lettré. C'est de la modestie rhétorique, certes, un procédé courant à l'époque, mais elle dit quelque chose de réel sur qui est Besnard. Il n'est pas Saint-Didier, il n'a pas les poètes de la Pléiade pour écrire ses pièces liminaires, et il dédie son traité non au roi, mais aux seigneurs des États de la province et duché de Bretagne, avec une fierté provinciale qui transpire à chaque ligne. Notre illustre armorique, écrit-il, a toujours été une riche pépinière et la noble nourrice des plus grands hommes d'armes. Il est breton et il le revendique. Son traité paraît à Rennes en 1653, chez Julien Herbert, imprimeur et libraire de la rue Saint-Germain. Il obtiendra un privilège royal daté du 16 septembre 1653, accordé pour 5 ans. Une deuxième édition augmentée d'une apologie en réponse à des critiques paraîtra en 1661. Besnard est donc un auteur qui a eu des lecteurs, des contradicteurs et qui a jugé utile de leur répondre. Ce n'est pas un ouvrage tombé dans l'oubli. D'ailleurs, il écrit en 1653 et il faut s'arrêter sur cette date. 1653, c'est l'année qui suit la Fronde, cette période de troubles civils intenses qui a agité la France entre 1648 et 1653. Le pays sort d'une quasi-guerre civile opposant la régence d'Anne d'Autriche et Mazarin à une partie de la noblesse et du Parlement. Les grandes familles se sont battues, ont intrigué, puis se sont réconciliées. La violence nobiliaire est une réalité quotidienne. Le duel, lui, est officiellement interdit depuis l'édit de Louis XIII en 1626. Mais tout le monde sait que la pratique persiste clandestinement. Besnard le sait mieux que personne, et on verra que son traité y répond de façon inattendue. C'est aussi une époque où la façon de penser le corps change. Descartes est mort 3 ans plus tôt, en 1650. Son travail, à travers le discours de la méthode, les méditations et le traité de l'homme, a transformé la façon dont les esprits cultivés de l'époque conçoivent le corps humain. Le corps comme une machine, le mouvement comme mécanique et la géométrie comme langage universel de la nature. Est-ce que Besnard a lu Descartes ? On n'en sait rien. La connexion directe entre les deux hommes est une hypothèse séduisante. Effectivement, ils gravitaient dans le même espace géographique et social breton, mais elle n'est pas documentée. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que Besnard et Descartes respirent le même air intellectuel. Quand Besnard décrit la garde parfaite dans son traité, avec des lignes perpendiculaires, je cite, qu'on peut vérifier avec un plomb au bout d'une ficelle, il pense le corps comme un objet géométrique.
mesurable et vérifiable. C'est le XVIIe siècle qui pense à travers lui. XVIIe siècle profondément modifié par Descartes. Avant d'entrer dans le traité lui-même, arrêtons-nous sur son titre complet parce que, comme pour Saint-Didier, le titre dit tout. Le maître d'armes libéral traitant de la théorie de l'art et exercice de l'esprit seul ou fleuré, et de tout ce que s'y peut faire et pratiquer de plus subtil avec les principales figures et postures en taille douce, contenant outre plusieurs moralités sur ce sujet. Un titre long, mais 3 mots méritent qu'on s'y attarde. Libéral, d'abord. Ce mot ne signifie pas généreux au sens moderne. Il renvoie aux arts libéraux, ces disciplines dignes des hommes libres et cultivés au même titre que la grammaire, la rhétorique, la géométrie ou la musique. En disant que le maître d'armes est libéral, Besnard revendique que son art est une discipline intellectuelle, pas un simple artisanat du combat. C'est une affirmation de dignité sociale et culturelle. Fleuret, ensuite. Besnard est l'un des premiers à théoriser le fleuret, cet outil d'entraînement qui coexiste dans son titre avec l'esprit seul. Ce détail dit quelque chose d'important sur l'époque. La salle d'armes n'est plus seulement l'antichambre du duel ou de l'affrontement. C'est un espace pédagogique autonome avec ses propres règles, ses propres instruments et ses propres conventions. C'est un glissement discret, mais il est énorme. Quand on s'entraîne avec un simulateur qui ne peut pas tuer, on commence à apprendre quelque chose de différent. On n'apprend plus à survivre, on apprend à maîtriser. La violence est encore là, dans les gestes et dans les principes, mais elle est contenue et codifiée. Le fleuret, c'est la première étape de cette codification. Mais qu'est-ce que le fleuret exactement ? Pour l'auditeur qui n'a jamais mis les pieds dans une salle d'armes, la question mérite une réponse précise. Le fleuret est un outil d'entraînement. Sa lame est souple, très souple, ce qui lui permet de plier à l'impact sans blesser. Sa pointe est mouchetée, c'est-à-dire protégée par un petit bouton qui empêche la pénétration de la lame dans le corps de l'adversaire. Il est plus léger qu'une épée, il est conçu pour être tenu en main des heures durant et pour répéter des milliers de fois les mêmes gestes sans fatiguer. C'est un outil de précision pédagogique, pas une arme. Et voilà où réside le paradoxe fondateur de toute l'escrime classique française. On apprend à tuer avec quelque chose qui ne peut pas tuer. On répète les gestes de la mort dans un espace sécurisé avec un instrument inoffensif face à un partenaire qui n'est pas un ennemi, avec des conventions qui garantissent la sécurité de chacun. La violence est là, dans chaque parade, dans chaque riposte et chaque attaque, mais elle est contenue, ritualisée, rendue presque abstraite. Ce paradoxe n'est pas une faiblesse du système, attention, c'est sa force. Parce qu'un élève qui s'entraîne avec une épée ne peut pas s'entraîner vraiment. Il est trop occupé à ne pas mourir ou à ne pas tuer son partenaire pour apprendre quoi que ce soit. Le fleuret libère l'apprentissage de la contrainte de la mort réelle. Il permet de répéter, d'échouer, de recommencer. Il permet la pédagogie. Pourquoi est-ce Besnard qui est l'un des premiers à le théoriser? Parce que le fleuret lui-même est une invention récente. Il apparaît dans les salles françaises au cours du premier XVIIe siècle. On en trouve des traces dans quelques textes antérieurs à Besnard, mais sans qu'aucun maître n'en ait encore fait un objet de réflexion systématique. Besnard écrit au moment précis où le fleuret devient un outil central de la pédagogie. Et il en tire les conséquences théoriques. Si l'épée seule est l'arme réelle, le fleuret est l'école de cette arme. Les deux coexistent dans le titre même du traité, parce que les deux sont nécessaires. L'un enseigne, l'autre tue. Cette distinction entre l'outil d'étude et l'arme réelle va traverser toute l'histoire de l'escrime française jusqu'à nous. Et on verra dans les épisodes suivants qu'elle va progressivement devenir une source de tension
Dernier mot important du titre, enfin, moralité au pluriel. Que des moralités figurent dans le titre d'un traité d'escrime, c'est une originalité absolue dans l'histoire des traités français. Aucun traité avant Besnard ne mêle ainsi règles techniques et réflexions morales de façon aussi systématique. Et ce n'est pas une coquetterie. On verra que ces moralités sont au cœur du projet de Besnard. Concernant le traité en lui-même, le premier chapitre commence par la description de la garde, et dès les premières lignes, on comprend qu'on n'est plus chez Saint-Didier. Besnard n'explique pas la garde, il la mesure. Il parle de règles mathématiques. Il prescrit 3 lignes perpendiculaires à respecter. Et il ajoute cette phrase remarquable, « Ce que l'on peut faire avec un plomb au bout d'une ficelle, de quoi se servent les architectes. » Un plomb d'architecte pour vérifier une garde d'escrime. C'est une image qui dit tout sur l'ambition du traité. La garde n'est pas une posture qu'on imite, c'est une configuration géométrique qu'on peut vérifier objectivement. Si vos lignes ne sont pas droites, vous le savez, il n'y a pas d'approximation possible. C'est une rupture réelle avec ce qui précède. Saint-Didier enseignait par analogie et par métaphore, les maçons qui commencent par les fondations, le jeu de pommes comme cousin germain. Besnard, lui, enseigne par démonstration géométrique. Ce n'est pas le même rapport à la connaissance. Avant d'arriver à la nomenclature elle-même, il faut s'arrêter sur la métaphore qui structure tout le raisonnement de Besnard. C'est là qu'on comprend comment il pense, pas seulement ce qu'il enseigne. Au début de son chapitre 2, Besnard pose une question. Un homme se trouve dans une salle avec 4 portes. Une devant, une derrière, une à droite et une à gauche. Il sait que son ennemi va venir l'attaquer par l'une d'elles, mais il ne sait pas laquelle. Que doit-il faire? Première réponse intuitive, fermer les 4 portes. Besnard écarte cette solution immédiatement. Un homme qui ferme toutes ses portes est prisonnier. Il ne peut pas se défendre, il peut seulement se terrer. La bonne réponse, dit-il, c'est de fermer 3 portes et de garder la 4e ouverte en la surveillant, en y attendant l'ennemi et en préparant sa réponse. Je cite, « Et quand son ennemi viendra pour y entrer, il lui sera facile de l'en empêcher et de s'en défaire. » Voilà exactement ce que fait un tireur en garde. Son épée ferme 3 des 4 ouvertures que son corps présente à l'adversaire. La 4e reste ouverte délibérément pour y attendre l'attaque et la parer. Cette métaphore dit 2 choses importantes. La première, l'escrime n'est pas un art de la protection totale. Chercher à se couvrir de partout, c'est l'erreur du débutant et c'est aussi l'erreur du craintif. La garde parfaite n'est pas la garde fermée, c'est la garde qui contrôle. Deuxième chose, l'escrime est un art de la prévision. Celui qui garde sa porte ouverte sait ce qui va se passer. Il a transformé l'incertitude en certitude relative. Il ne subit plus, il attend. C'est une philosophie du combat qui déborde largement la technique. Et Besnard y revient constamment, je cite, « Fermant si bien 3 de vos 4 portes » ou encore « Gardez celles que vous laisserez ouvertes » comme un refrain tout au long du traité qui unifie tout son système. Maintenant, voici le cœur de ce que Besnard accomplit, et c'est là que son traité change l'histoire de l'escrime française de façon irréversible. Saint-Didier classait ses coups en main droit, revers et estoc, une classification du geste d'où vient le coup du côté de la main ou du côté opposé. Besnard fait autre chose. Il classifie selon la position du poignet et il nomme ses positions première, seconde, tierce et quarte. Ces 4 positions correspondent à 4 façons de pousser une botte, c'est-à-dire
d'allonger une attaque de pointe vers l'adversaire, chacune avec une rotation différente du poignet et ainsi un angle différent de pénétration. 4 gardes, pas 3, pas 5, 4. Il l'énonce lui-même avec une clarté qui n'a pas pris une ride en 3 siècles et demi. Je cite, « Ces 4 règles se nomment les 4 gardes, à savoir première, seconde, tierce et quarte. Leurs noms servent pour distinguer les bottes les unes des autres. » Ce changement de nomenclature n'est pas seulement de l'ordre de la terminologie. Il dit quelque chose de profond sur ce que l'escrime est en train de devenir. Saint-Didier pensait encore l'épée comme une arme de taille et d'estoc. On frappe d'un côté, on frappe de l'autre, on pousse la pointe. Besnard pense l'épée exclusivement comme un instrument d'estoc. La position du poignet, angle en haut, angle en bas, rotation du bras, détermine l'angle de pénétration de la pointe. C'est une escrime d'une précision chirurgicale, pas une escrime de percussion. Cette bascule reflète le changement dans l'épée elle-même. En 1653, la lame triangulaire a définitivement banni les coups de taille, mécaniquement, physiquement. Besnard ne choisit pas l'estoc contre la taille. Il décrit ce que l'arme a déjà décidé. La tierce et la quarte de Besnard sont encore aujourd'hui les positions de base de l'escrime. C'est la durée de vie d'une nomenclature bien faite. Besnard consacre une section entière à ce qu'il appelle les temps, le tempo, le même temps, le contre-temps et le contre du contre. Et il commence cette section par une phrase d'une fraîcheur intacte dans son traité. Il écrit qu'il y a, je cite, « plusieurs, lesquels prennent Marthe pour renard ». C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent une chose pour une autre. Je continue la citation. « Et qui, au lieu de dire qu'ils se sont frappés en même temps, disent de contretemps, qui est ignorance très grande et qui cause maintes pointilles dans nos salles. » Maintes pointilles, des chamailleries en somme. Dans les salles d'armes de Rennes en 1653, on se disputait sur des mots d'escrime. Et Besnard n'est pas seulement un technicien, c'est avant tout un pédagogue agacé par l'imprécision de ses collègues, exactement comme Saint-Didier était agacé par la confusion des maîtres de son époque. La distinction qu'il établit est pourtant simple et rigoureuse. Le tempo, c'est toute l'action dans un affrontement. Il est impossible d'agir sans tempo. Le même temps, c'est quand les deux adversaires frappent simultanément. Il faut dire qu'ils se sont frappés en même temps, pas de contretemps. Le contretemps, c'est l'action prise à l'encontre du tempo adverse. Celui qui prend bien à propos le contretemps, dit Besnard, ne reçoit jamais le coup du temps. Et le contre du contre, c'est la réponse au contretemps, qui peut elle-même être contrée à l'infini. Cette dernière observation a une beauté philosophique sobre. Il n'y a homme qui puisse se vanter d'avoir un coup assuré, parce que s'il prend le contre du dessein de son adversaire peut tout de même prendre le contre du sien, et ainsi des uns aux autres jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, nous dit Besnard. L'escrime comme régression infinie de réponses. Ce n'est pas de la technique, c'est de l'épistémologie appliquée au combat. Que c'est merveilleux. Voici peut-être, maintenant, le passage le plus important du traité pour comprendre où en est l'escrime française en 1653. Saint-Didier avait prôné l'épée seule et rejeté la dague, de façon audacieuse, presque provocatrice. Son époque n'était pas prête à le suivre. Dancy, en 1623, n'avait toujours pas tranché la question. Il enseignait encore la parade du poignard comme une option valable. En 1653, Besnard ne propose pas. Il constate. Il écrit, à propos de la parade de main et du poignard, je cite, «
C'est pourquoi, ayant vu et considéré qu'elle n'était absolument nécessaire, on a quitté les poignards et ayant trouvé que la parade du fort de l'épée et les esquives du corps étaient bien plus excellents et sûrs. On a quitté les poignards. Passé composé, affirmation tranquille. Ce n'est plus un plaidoyer, c'est un constat. Dans les salles d'armes, la dague a disparu. Ce n'est pas un décret, c'est l'évolution de la pratique sur 80 ans qui l'a imposée. La chaîne est lisible. Saint-Didier pose la question en 1573. Dancy l'esquive habilement en 1623, tandis que Besnard constate en 1653 que la pratique collective a tranché. C'est ainsi que la violence change de forme, pas par décret, mais par accumulation de petites décisions quotidiennes dans des centaines de salles à travers le pays. Abordons maintenant les moralités que Besnard aborde dans son traité d'escrime. Ceci le rend unique dans toute l'histoire des traités d'escrime. Aucun traité avant lui ne fait ça aussi bien. Aucun traité après lui ne le fera de cette façon. Les moralités de Besnard ne sont pas des décorations, des sentences pieuses placées en tête de chapitre pour donner bonne conscience. Elles sont tissées dans le texte technique, déduites directement des règles qu'il vient d'enseigner. La logique est systématique. Si tel principe vaut dans le combat des corps, il vaut aussi dans le combat de la vie. La mesure qu'on éprouve avant d'attaquer, c'est la prudence de celui qui évalue ses forces avant d'entreprendre une action. Le fort de la lame qui protège son propre corps pendant l'attaque, c'est l'art d'agir en se protégeant des conséquences de ses propres actes. Le contretemps qui bat celui qui attaque sans prévoir la réponse, c'est l'invitation à penser à 2 ou 3 coups d'avance. Il y a même une moralité sur la présomption qui a une saveur particulière. La première garde, celle qu'on tire du fourreau en levant le bras très haut, pointe vers le bas. Elle est dangereuse parce qu'elle, je cite, laisse le corps tout à découvert. Sa moralité correspondante, la voici, l'ostentation et l'arrogance exposent celui qui se vante. L'humilité technique est aussi une vertu morale. Et puis, il y a les chapitres 3 et 4 du traité, qui constituent une vraie surprise. Après avoir exposé son système technique, Besnard consacre les dernières pages à un long pamphlet visionnaire contre le combat au pistolet. Ce, comme il l'appelle, nouveau combat. Le duel au pistolet à pied qui se répand dans la noblesse française au XVIIe siècle lui inspire une colère philosophique et politique remarquable. Son argument est à la fois moral et stratégique. Le duel au pistolet, dit-il, c'est le triomphe de l'ignorance sur l'adresse. Des hommes qui n'ont pas voulu travailler pour apprendre à manier leur épée ont introduit une forme de combat où n'importe quel franc-coquin peut tuer le plus grand, le plus vaillant et le plus adroit homme qui se puisse rencontrer sur la terre. C'est un nivellement par le bas, en somme. C'est pour Besnard une catastrophe civile. Il va même jusqu'à argumenter que le combat au pistolet est un désastre militaire pour le roi et pour l'État. Si les nobles cessent d'apprendre l'escrime parce que les querelles se règlent au pistolet, la France perd l'adresse de ses sujets, et l'adresse de ses sujets, c'est la force du royaume. Ce n'est plus uniquement un traité d'escrime, c'est un traité politique sur les violences et la civilité. Et dans notre fil conducteur, ce pamphlet dit quelque chose d'important. En 1653, la violence est en train de changer de forme. Le pistolet menace de rendre l'adresse inutile, de niveler le combat, de faire qu'un ignorant puisse tuer le plus habile. Besnard résiste à cette transformation-là. Il veut que la maîtrise du corps compte encore. Il veut que l'escrime reste un art, pas une loterie. Ce combat-là se perdra à terme, mais pas tout de suite. Résumons. Plaçons Besnard dans la chaîne que nous sommes en train de construire. Saint-Didier, en 1573, pose les fondations. L'esprit seul, la simplicité du système, la géométrisation naissante des déplacements.
Il plante une graine. Dancy, en 1623, croit frayer le chemin le premier, ou en tout cas il l'affirme, ce qui nous dit que la graine de Saint-Didier n'a pas germé comme prévu. Mais Dancy est lui-même un maillon de transition. Il écrit en français, il témoigne d'une pratique vivante, il essaie de mettre de l'ordre, il prépare le terrain. Besnard, en 1653, accomplit la synthèse. Il prend tout ce qui existait de façon dispersée, les gardes, les coups, les parades, et il leur donne un langage. Première, seconde, tierce et quarte, ce langage va traverser les siècles. Une mention en passant. Girard Thibaut d'Anvers publie en 1628 son Académie de l'épée, un traité monumental qui pousse la géométrisation de l'escrime à un degré d'abstraction extraordinaire, avec des cercles, des diagonales qui organisent tout le combat. C'est une œuvre fascinante sur laquelle on ne va pas s'attarder aujourd'hui, mais qui confirme quelque chose. La géométrisation de l'escrime que Saint-Didier avait initiée avec ses diagrammes de pieds est une tendance profonde du XVIIe siècle, pas un accident isolé. Besnard s'inscrit dans ce mouvement avec plus de sobriété que Thibaut et finalement plus de durabilité. Besnard meurt en 1675, à environ 60 ans. Sa deuxième édition de son traité de 1661 témoigne qu'il a eu des lecteurs assez nombreux et assez engagés pour le critiquer publiquement, et lui, assez de caractère pour leur répondre. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est d'abord la nomenclature. Tierce et quarte sont encore les fondements de tout enseignement de l'escrime aujourd'hui, sportive ou non. C'est ensuite une conception de l'escrime comme discipline de formation complète, technique, tactique et morale. L'escrime ne vous apprend pas seulement à ne pas vous faire tuer, elle vous apprend à penser sous pression, à évaluer avant d'agir, à ne pas confondre le même temps et le contre-temps. Et c'est enfin un principe pédagogique qu'on retrouvera dans tous les grands traités qui vont suivre. La langue précise produit la pensée précise. Nommer correctement ce que l'on fait, c'est déjà comprendre ce que l'on fait, et cela évite les frustrations. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui une personne qui a du mal à exprimer ses émotions car elle n'a que 300 mots de vocabulaire est vite encline à utiliser la violence. Mais bon, je ferme la parenthèse. Pour conclure, en l'espace de 80 ans, entre 1573 et 1653, l'escrime française a accompli quelque chose de fondamental. Elle s'est donné une langue. Saint-Didier avait le système, Dancy l'ambition, et Besnard a trouvé les mots. Première, seconde, tierce, quarte, contretemps, riposte. Ces mots ne sont pas de simples étiquettes collées sur des gestes. Ils sont le geste, pensé, formalisé et transmissible. Quand un maître dit à son élève « parade de cartes », il lui transmet en 2 mots une configuration du corps, une intention, une réponse à une menace précise. Sans ce mot, il faudrait décrire tout cela en 2 ou 3 phrases. Avec ce mot, c'est instantané. C'est le miracle d'une nomenclature bien faite. Et ce miracle, c'est Besnard qui l'a accompli dans une salle de Rennes en 1653, loin de la cour et des académies parisiennes. La prochaine étape de notre histoire, chers auditeurs, nous emmènera plus loin dans cette transformation. Besnard a donné sa langue à l'escrime. Mais une langue ne suffit pas. Il faut des institutions pour la transmettre, des règles pour la gouverner et des hommes pour incarner ce qu'elle peut produire de meilleur. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la salle d'armes devient une institution sociale à part entière et comment une querelle sur des mots va révéler que l'escrime française est en train de devenir autre chose qu'un art de tuer. Elle est en train de devenir une discipline, avec tout ce que ça implique de grandeur et de petitesse. Chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode numéro 8, le deuxième consacré à l'arc sur l'escrime de pointe à la française. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté De Savate et d'Épée, le podcast 100%
arts martiaux français et pas du tout kenjutsu.